La Je parlais, quand je donnais des conférences, je ne parlais pas de la Shoah. Je ne parlais pas d'Auschwitz. Je disais que ma mère et mon frère avaient été déportés, Oui. mais que moi, j'avais eu une très très belle enfance dans ce merveilleux village à Dulin. Et je parlais de ma vie de petite paysanne. Nous sommes à Saint-Alban-de-Montbel, tout près du lac d'Aiguebelette et de la commune de Dulin, en Savoie, où Betty a passé une partie de son enfance. Frédéric Pélisson, président d'une association qui s'appelle Mémoire Août 1942. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 79 ans ici? Finalement, beaucoup de choses. Je ne pensais pas trouver autant de choses en démarrant des recherches sur un sujet qui est la présence de familles juives assignées à résidence autour des lacs d'Aiguebelette en 1942. Donc il s'est passé des événements assez incroyables, c'est que beaucoup de gens ont été détournés de Lyon principalement pour venir ici en tant qu'assignés à la demande de la préfecture de Lyon sous le régime de Vichy. Et ces gens-là ont été fichés, largement fichés, étaient connus des services de gendarmerie, de police, et ont été raflés le 26 août 1942 quand Pétain et Laval ont décidé de livrer 10 000 juifs de la zone libre à l'Allemagne. Mi-août 1942, le gouvernement de Vichy téléphone au préfet des départements de la zone libre. Par exemple, cette conversation téléphonique avec la préfecture de l'Ain. Le fonctionnaire de Vichy. Vous avez très certainement reçu la circulaire du 5 de ce mois ordonnant le regroupement dans des camps de la zone occupée de tous les juifs entrés en France après le 1er janvier 1936. Pour faciliter l'exécution des opérations que vous allez devoir conduire, j'ai à vous transmettre des instructions précises car dans cette affaire, le gouvernement allemand met une pression énorme sur l'État français. Sur l'ensemble des départements concernés, ceux de la zone libre, les arrestations massives auront lieu le 26 août. Avec l'aide des services placés sous votre autorité, vous aurez à mettre sur pied et faire exécuter un plan de rassemblement des Israélites étrangers pour ces dates précises. Le train qui sera affecté au transfert des prisonniers doit repartir plein de juifs. Où doivent-ils être dirigés? Questionne le préfet. À Vénissieux, au centre de travailleurs indo-chinois. Prenez soin au bon déroulement des arrestations. Procédez rapidement, avec fermeté mais sans brutalité. Officiellement, pour éviter les émeutes, ils vont en Pologne pour former un État juif. Arrêtez également les juifs qui se livrent au marché noir, qui ont fait l'objet de mesures d'internement et seront compris dans le convoi. Les domiciles des juifs raflés seront fermés et les clés remises au commissariat le plus proche pour éviter les pillages. Prévoyez du lait pour les enfants et service médical, mais prévenez-les qu'il n'y aura ni permission ni visite. Et pour les absents, questionne le préfet. Improvisez des opérations de police, organisez des rafles dans les jours qui suivent pour récupérer ceux qui sont restés introuvables ou qui se sont échappés. J'insiste sur le fait que vous avez toute latitude pour trancher tous les cas douteux. Et n'oubliez pas, ces gens-là n'ont rien à perdre. Fin de la conversation, le préfet sait qu'il ne doit pas décevoir. Et donc ici, on a eu, dans toute la Savoie, et notamment à Aiguebelette, autour du lac, on a eu des personnes qui ont été raflées le 26 août 1942. Et il y avait combien de personnes assignées? Alors en tout, moi j'ai retrouvé 90 noms de 90 personnes qui noms. sont passées, la plupart assignées, quelques-uns sont venus se cacher. Ouais. Ici, en faisant marcher les réseaux locaux, ils savaient qu'ici il y avait peut-être possibilité d'être tranquille parce que c'était à une époque l'occupation italienne. Donc voilà, 90 noms, dont une grande partie de gens assignés à résidence. Et je sais qu'au total, il y avait 155 lits d'hôtels qui étaient destinés précisément par la préfecture, décomptés pour pouvoir positionner des familles juives. Les noms, alors quelques-uns, oui, par exemple l'hôtel Beau Séjour à Aiguebelette, ça c'est sûr, l'hôtel Follier à Lépin-le-Lac, ça c'est sûr, on pense à l'hôtel Duport aussi à Saint-Alban, et pour les autres lieux, on ne sait pas trop, il y avait aussi quelques maisons qui étaient louées pour les vacances, comme la maison des Tilleuls à côté de Beau Séjour, qui est une maison de location qu'un propriétaire privé louait. On vous bloque dans un hôtel, une commune, ça. Parce que vous êtes juif. Et c'est ça, et vous devez pointer tous les 15 jours à la gendarmerie. D'accord. De Pont-de-Beauvoisin. Et vous ne travaillez pas? Non. Et cette décision du gouvernement de Vichy, donc de Pétain, c'était imposé par l'occupant ou par les Allemands ou c'était... C'était dans la négociation avec l'Allemagne. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont largement négocié pour donner finalement, montrer à l'Allemagne qu'ils voulaient bien collaborer de manière correcte. Il a fallu faire la démonstration. Et à un moment donné, il a fallu aussi piocher, entre guillemets, dans les familles juives qui avaient quitté
la zone occupée pour la zone libre et prendre la décision incroyable, hein, parce que je crois que c'est le seul cas en Europe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que C'est la le seul France est le seul pays qui a fait un peu volontairement, quoi. Exactement, on peut le dire. tout à fait volontairement, donc un peu un abus par rapport à ce que demandait l'Allemagne, parce que l'Allemagne était plutôt sur la zone occupée, et là, Pétain décide de rafler 10 000 familles en zone libre pour pouvoir les livrer à l'Allemagne, à la demande, suite à une négociation qui s'est faite en haut lieu entre les décideurs technocrates allemands et français. Y compris des enfants. Alors c'est ça aussi, c'est qu'effectivement, au tout départ, on imaginait que les familles inquiétées, c'était notamment les pères de famille ou les adultes, et au final, les enfants étaient aussi sur les listes que les gendarmes avaient entre les mains le jour où ils sont venus sur Aiguebelette, et les enfants aussi étaient inquiétés. Effectivement, ça c'était la grande surprise de voir qu'il y avait aussi les enfants, ce qui a fait une levée de bouclier un peu partout dans la zone libre à ce moment-là, quand on a vu que les enfants étaient aussi appelés à être emmenés on ne sait où. Le énième jour, Dieu regretta d'avoir créé le ciel et la terre. Il voulut détruire son œuvre, mais elle était tombée dans le domaine public. On a vu que les enfants étaient aussi appelés à être emmenés on ne sait où. Ça faisait beaucoup parler, et du coup les gens se sont un peu soulevés. Donc on a effectivement dans la liste des enfants, alors le cas particulier quand même sur la Savoie et sur la zone libre, notamment sur la région, c'est qu'aucun enfant qui n'a été raflé en Savoie et dans la région, et qui est arrivé à Vénissieux, dans le camp de Vénissieux. Donc c'est regroupé à Vénissieux. Regroupé à Vénissieux, voilà, dans la nuit du 26, on les rafle adultes et enfants, ils embarquent tous dans des autocars apprêtés, préparés pour ça, ils arrivent tous à Vénissieux, dans un camp de travailleurs étrangers indo-chinois. Ce camp les a permis de les positionner ici pendant une journée, et la nuit suivante, le lendemain plutôt, ils partaient depuis la gare de Saint-Priest pour aller sur Drancy. Il se trouve qu'à Vénissieux, aucun enfant qui est arrivé à Vénissieux n'est reparti pour Drancy. Tous ont été sauvés par des réseaux qui ont œuvré toute la journée, toute la nuit. Okay. Donc il y avait 108 enfants qui se sont retrouvés à Vénissieux, aucun n'était arrivé. 108 enfants, dont quelques-uns qui étaient ici. D'accord. Et comment ça s'est passé alors, ce sauvetage? Le sauvetage est très particulier. Il est bien documenté dans un ouvrage qui s'appelle « Vous n'aurez pas les enfants » de Valérie Porteret, et qui est sorti en début d'année 2021, qui est un ouvrage très intéressant. Et ce sauvetage, c'est simplement que les réseaux qui étaient catholiques, protestants, les réseaux de l'Osée, etc., ont œuvré toute la journée, toute la nuit, et ont fait signer des décharges, des abandons de paternité aux parents. Les parents ont dit des enfants qui étaient sans orphelins, quoi. Voilà, orphelins de leur père, et ils étaient confiés à une assistance, qui n'était pas publique, mais une assistance, et voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont pu les sortir du camp comme ça. D'accord. Et voilà, au nez à la barbe des gardiens du camp, qui étaient des gendarmes. Des gendarmes, il n'y avait pas du tout de troupes allemandes. Il n'y avait pas de troupes allemandes, c'était la gendarmerie qui... Donc les gens ont été emmenés... à Drancy. Directement de la gare de Saint-Priest, ils sont dû peut-être passer via Perrache, Drancy, et Drancy, le lendemain, ou le surlendemain, ils partaient pour Auschwitz. C'était très, très organisé. Ils n'ont pas eu les 10 000 qu'ils souhaitaient. Je crois ils ont à peine atteint 6 000, donc ils étaient assez mécontents dans les sphères préfectorales. Ils n'avaient pas leur compte, mais il y a eu beaucoup de travail fait par beaucoup de personnes pour aider, pour cacher, pour prévenir. D'accord. Et il n'y avait pas le compte de ce qu'ils avaient listé dans leur 10 000, heureusement. Alors, cette association Mémoire d'août 42, comment ça vous est venu l'idée de créer cette association? Alors, c'était un peu par obligation quelque part. C'est qu'en fait, à un moment donné, on découvre de tels éléments d'histoire qu'on se dit il faut en faire quelque chose, et on ne peut pas simplement le garder pour soi ou en parler à ses amis proches. Il faut pouvoir œuvrer de manière un peu plus organisée. Donc on a eu l'obligation de s'organiser en association pour dire voilà, c'est ce que vous avez ressenti dans votre vente, vous dire faut en parler, quoi. Il faut en parler. Le premier élément, moi, qui m'a fait venir à cette association, c'est ça, c'est de se dire il faut absolument qu'on fasse connaître cette histoire qui a été complètement oubliée, et même les familles. Et peu documentée. Peu documentée, très peu documentée. Les assignations en résidence sont très peu documentées. Il y a peu d'éléments là-dessus, et les gens n'en parlent pas ici. Même les propriétaires des bâtiments en question ne savent plus. La personne, par exemple, de la Maison des Tilleuls, qui a des archives, m'a sorti ses archives. Elle n'avait jamais trop regardé pourquoi il y avait des non-juifs dedans. Elle m'a montré, et on découvre effectivement des non-juifs qui sont des gens qui ont été déportés après. Elle ne le savait pas. Donc les gens ont vraiment oublié ça. Alors il y a différents effets. Il y a aussi le fait que les gens qui ont connu ça n'en parlaient pas, mais aussi un peu le temps qui œuvre très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait,
fait, on met un couvercle, on n'a pas trop Ouais, creusé, ouais. il y a une génération qui passe. Il y a des gens qui ont, Voilà. il y a des gens qui ont participé un petit peu, qui ont aidé un peu les forces de l'ordre, et d'autres au contraire qui ont essayé de sauver des gens. Probablement. Quand j'ai commencé ce travail, on m'a assez rapidement dit que tu vas remuer des choses peut-être pas très très nettes, quoi, qui vont poser beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Et en fait, pas du tout. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'actions très positives. Et que là, j'ai repéré 2-3 éléments comme ça qui me font dire qu'effectivement, il y a des personnes qui ont pu dénoncer. On ne sait même pas lesquelles, mais il y a eu des dénonciations. Mais quelques-unes. Mais à côté du nombre de gens qui ont œuvré positivement, j'ai l'impression que c'est une goutte d'eau. Alors, on peut avoir l'impression inverse, mais en fait, non. Beaucoup de gens ont aidé, sans le dire, sans se cacher, mais sans le dire. Et en fait, ils ont fait ce qui leur semblait bien. Et les gens qui ont dénoncé, sont à la marge. À la marge de la marge. D'accord. Donc aujourd'hui, le 5 août 2021, cette journée, c'est une commémoration quelque part. Alors aujourd'hui, on a 2 objets. On a à la fois des témoignages, donc on a 3 ou 4 témoins qui sont venus aujourd'hui, qui étaient présents à l'époque, qui étaient jeunes ou enfants. Que l'on va interviewer. Voilà, et eux peuvent dire des choses sur ce qui s'est passé, ils étaient présents. Enfants cachés ou enfants sauvés dans des hôtels, parce qu'ils ont été mis de côté au bon moment. Et l'autre élément de la journée, ça a été ce matin d'animer une cérémonie, qui a été animée par Yad Vashem, pour remettre une médaille de juste à un couple de braves paysans qui n'avaient pas d'enfants et qui ont bien voulu garder 2 enfants qu'on leur a proposés, 2 enfants juifs, et ils les ont gardés toute la guerre. Pendant 3 ans, ils les ont cachés. Grâce à ça, ils ont été sauvés, et vous aurez le témoignage de Betty Eppel, qui est une de ces enfants qui était dans cette famille. Et une médaille de juste a été remise ce matin aux descendants de la famille. Par l'ambassade d'Israël. Voilà, par la ministre de l'ambassade d'Israël. D'accord. Ok Frédéric, on va interviewer ces témoins, à peu près 80 ans après. C'est ça. Merci.